Nous allons donc parler de l'agroécologie et plus largement d'ailleurs de la façon d'accélérer l'engagement des agriculteurs dans les transitions. Vous me direz si elles sont nécessaires, durables, inéluctables, qui s'ouvrent demain. On a demandé, avant que vous ne répondiez à cette question, enfin, et avant de voir de quelle façon très concrète finalement sur le terrain, il y a déjà des acteurs qui proposent de ne pas subir la transition mais d'en faire une opportunité, ce qui est votre cas, Guillaume Lefort. Avant cela, j'aimerais que nous retournions sur le marché, alors non pas celui des producteurs locaux qui vont rester là d'ailleurs jusqu'à la fin de ces journées nationales, ceux qui sont présents ici même, mais sur le marché d'Espelette où ont été réalisées une série de micro-trottoirs et celui-ci porte sur la question suivante. La transition agroécologique, selon vous, c'est compliqué à mettre en place pour les exploitants? Réponse. Oui, je pense que la transition peut être compliquée dans la mesure où dans certains types d'agriculture, il y a la productivité qui baisse. Oui, c'est compliqué. Mais je pense que ça l'est parce que c'est avant tout économique et politique. Peut-être il faut aussi encore un peu des efforts des gouvernements. Je pense que oui, parce qu'ils ont des habitudes en fait et c'est très difficile de changer les habitudes. Bon, je pense pas. Non. Eux, ils peuvent s'adapter à tout, oui. On a des voisins qui se sont mis au bio et ça a été quand même assez long. Ils ont eu 5 ans pour arriver à avoir des bons résultats, enfin des résultats corrects. Elle est compliquée parce que je viens d'un milieu agricole, elle est compliquée, ça demande beaucoup de main-d'œuvre et ça se ressent dans les prix de vente. Mais petit à petit, il y a des aides qui sont mises en place par les chambres d'agriculture pour justement pouvoir accéder à cette transition écologique. Marion Guillou, vous êtes une polytechnicienne, spécialiste de la sécurité alimentaire mondiale, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts. Vous êtes engagée, vous avez été engagée dans des instances internationales de recherche agronomique. Vous avez notamment été PDG de l'INRA de juillet 2004 à juillet 2012. Et vous êtes aujourd'hui membre du Haut Conseil pour le climat, créé en 2018, placé auprès du Premier ministre. Votre regard, à la fois de scientifique mais d'experte, autour de ces sujets, va être très intéressant ce matin, à confronter avec peut-être quelques idées reçues ou quelques a priori que l'on peut avoir également autour de ce thème de l'agroécologie. S'il fallait d'abord vous-même apporter une définition à ce qu'est l'agroécologie, quels seraient vos mots? Et je vais vous demander dans un deuxième temps si cette définition, celle que nous allons employer ce matin ici à Biarritz, est la même au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. Bon, ça démarche sur les chapeaux de roue. Comment prendre tout ça? Une définition de l'agroécologie, j'en prendrai deux, peut-être. Du point de vue de ceux qui la pratiquent, c'est de faire une agriculture qui soit à la fois économique. Il faut vivre de son métier. Je pense que mon voisin Guillaume en parlera mieux que moi. Il faut en même temps avoir un effet vers l'environnement qui soit positif, et puis ce qu'on appelle la composante sociale, c'est-à-dire la composante emploi, la composante mode de vie. Donc ça, c'est du point de vue de l'usager. Alors du point de vue scientifique, on définit ça de manière un petit peu plus théorique, c'est-à-dire c'est en utilisant les biens et services, les ressources et les services de la nature. Donc on utilise la biodiversité pour que les parasites aient un impact moins fort, on utilise l'enrichissement des sols pour que l'eau soit mieux retenue. Vous voyez, donc des propriétés que vous connaissez tous et qui sont utilisées dans le sens de l'acte de production. Est-ce que cette définition donc est la même dans les autres pays de l'Europe, en Europe en général et dans le monde ? Alors, dans le monde, pas toujours, parce que en Amérique latine, en Amérique du Sud, l'agroécologie, c'est un mouvement politique. C'est le mouvement campesina, enfin, vous voyez, les paysans, c'était l'opposition entre les grands propriétaires de grandes exploitations de milliers d'hectares et les petits paysans. Et l'agroécologie, c'était le mouvement politique qui aidait les petits paysans. Donc, il y a des pays dans lesquels c'est très connoté politiquement. En Europe, c'est à peu près la même définition que chez nous. C'est l'utilisation des fonctions de la nature pour faire mieux dans la fonction de production.
Guillaume Lefort, prenez le micro qu'il y a juste devant vous. Avant de vous interroger, petite définition de l'exploitation, de votre exploitation. Alors bonjour à tous, moi je suis agriculteur donc, dans le sud de l'Île-de-France sur une exploitation de polyculture basée autour des céréales, du blé améliorant, de l'orge brassicole, des betteraves sucrières et la particularité aussi c'est que je fais des plantes aromatiques à destination de la surgélation et de la déshydratation. Si je vous demande à vous ce qu'est l'agroécologie, vous répondez de quelle façon ? Eh bien, je répondrai en continuant de décrire mon exploitation peut-être, et peut-être faut changer sa façon de se présenter, et j'aurais peut-être dû continuer en disant qu'en plus de mes productions, je suis également capteur de carbone, producteur d'énergie, et puis comme le disait un de mes collègues, émetteur d'ondes positives, parce que je fais partie de ceux qui pensent que ma ferme est porteuse de solutions plus que de problèmes, et donc voilà un point plutôt positif, et donc moi je rebondirai sur ce qu'on avait évoqué auparavant. Et c'est vraiment ça en tant que paysan, l'agroécologie pour moi, c'est vraiment la multiperformance et de la ferme, la performance économique parce que on est tous convaincus, je pense ici, que agriculteur c'est une entreprise, donc on a besoin de pouvoir vivre de son métier, dans son environnement, on est tous en lien avec la terre, qu'on soit dans les grandes cultures, dans l'élevage, dans le maraîchage, dans la vigne. Notre premier outil, le premier support de toute activité, c'est bien sûr notre terre, on ne la changera jamais, et donc c'est pour ça que c'est important de la protéger. Donc ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir vivre dans son environnement, et puis son environnement, c'est aussi avec toute la population autour, donc le volet peut-être plus social, prise en compte des attentes sociétales, qui est vraiment essentiel pour pouvoir évoluer. Ça fait combien de temps que vous êtes installé, Guillaume ? Moi, je viens de faire ma 11e récolte. Est-ce que cette façon de voir votre métier, de le définir d'ailleurs, vous aviez la même tout à fait au départ ou lorsque vous étiez dans le processus d'installation qu'aujourd'hui ? Alors moi j'ai pas beaucoup de certitudes, mais une de mes rares certitudes, c'est que le métier que je ferai quand je prendrai ma retraite, il sera à mon avis bien différent de celui que je faisais quand je me suis installé il y a 10 ans. À quoi il ressemblera, j'en ai aucune idée, mais on se rend compte que les évolutions, les attentes, de toute façon l'agriculture a toujours évolué, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à évoluer. Et quand on voit aujourd'hui tous les outils autour de l'innovation, moi j'adore travailler ces sujets-là, la gestion des datas dans nos fermes, on est producteur alimentaire parce que c'est notre premier rôle social, mais on est de plus en plus producteur de data. Comment on va gérer ces datas qui sont produits au quotidien sur nos fermes, la prise en compte de l'agriculture de précision, mais à travers différentes formes, ce soit dans le découpage de parcelles de manière très pédologique, ou encore le suivi des animaux dans les étables, les ambiances, les capteurs d'ambiance. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de bien évoluer, et donc ça va nous permettre d'être plus performants demain, sans forcément remplacer le savoir-faire humain du chef d'entreprise, de l'agriculteur, mais bien complémentaire à lui. Guillaume Lefort, c'est un sujet technique, c'est un sujet politique, c'est un sujet de société, lorsqu'on parle agroécologie pour vous ? Oui, bien sûr. Les trois. Les trois, oui, tout à fait. Marion Guilloux, c'est un sujet technique, politique, de société. Je dis ça parce qu'à un moment donné, ces dernières années, là, vous avez dit que vous étiez installé donc, depuis 11 ans. On a bien vu que ce mot, agroécologie, il a été parfois préempté d'ailleurs de façon politique. Est-ce que finalement, ça n'a pas aussi troublé le jeu ? Vous me le direz peut-être tout à l'heure, mais c'est pour vous les trois d'abord, technique, politique et de société ? Et économique. Et économique. Et économique, oui. Je pense que c'est tout à la fois. Et la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. C'est plus facile d'en parler aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Pourquoi c'est plus facile d'en parler aujourd'hui qu'il y a 10 ans ? Vous qui avez justement été aux premières loges, hein, j'ai envie de dire, de l'évolution, à la fois de la prise en compte, des expérimentations, de la mise en place, hein, de finalement techniques qui, avec la longueur nécessaire dans l'agriculture, aujourd'hui commencent à véritablement avoir des résultats qui se mesurent, qui se quantifient. Comment est-ce que vous expliquez qu'il a fallu ce temps-là et comment vous expliquez peut-être qu'il faut encore en parler aujourd'hui ? Alors, c'est toujours difficile d'expliquer et d'être à peu près. Enfin, on fait ce qu'on peut. Je l'explique comme je peux. Disons que c'est un changement de modèle. Et comme tous les changements de modèle, c'est difficile de ne pas présenter ce changement de modèle comme une remise en cause de celui d'avant. Et donc, tous ceux qui, à juste titre, pratiquaient celui d'avant, puisqu'après la guerre, il fallait nourrir la France,
eh bien, ils se sont sentis un peu agressés, je pense, par ce nouveau modèle. Et donc, il y a eu, alors qu'il y avait des pionniers, il y avait des tas de gens, des tas d'agriculteurs qui, chez eux, faisaient... moi, je me souviens, Feu Xavier Belin, chez lui, faisait des essais. Enfin, Christiane Lambert aussi a toujours été en agriculture raisonnée, enfin, depuis très longtemps en agriculture raisonnée. Mais c'était politiquement chargé comme étant un sujet de remise en cause des agriculteurs. Or, au contraire, agronomie et écologie, je pense que c'est ce que vous faites tous, de fait, vous êtes obligés de faire. Ce qui a changé, c'est que les facteurs externes exigent d'en faire plus. Quand il y a le changement climatique, il faut avoir un système qui soit adapté au changement climatique. Quand il y a appauvrissement des sols, il faut penser à réenrichir les sols. Vous voyez, donc la réalité externe donne une espèce d'obligation d'y aller. Et au début, ça a été pris comme une remise en cause. Je crois que maintenant, c'est bien compris comme la modernité, d'une certaine manière, de l'agriculture, comme l'intégration des datas, enfin, comme tous ces éléments d'environnement qui changent. Justement, ces éléments d'environnement, et vous rappeliez tout à l'heure les enjeux climatiques, dont on voit bien encore davantage aujourd'hui qu'hier à quel point il y a urgence à agir à tout domaine, et pas simplement là que sur le domaine agricole. On voit bien, nous sommes les premiers concernés dans nos propres gestes du quotidien. C'est assez dans le cœur de toutes les réactions de ces jours-ci. Est-ce que vous avez l'impression, cela dit, qu'il faut accélérer maintenant autour de ces questions, autour de ces enjeux? Est-ce que ces enjeux nécessitent qu'il y ait aujourd'hui encore plus d'accélération dans cette transition, dans cette transformation? La nécessité fait loi, je crois. Il y a peu d'exploitations agricoles en France qui n'ont pas été victimes ces dernières années, à tour de rôle, d'une certaine manière. Chaque année, c'était le tour d'un type d'exploitation ou d'une région du changement climatique. C'est une réalité. Donc, comment penser des systèmes d'élevage ou de culture plus résilients à cette variabilité totalement imprévisible et ces incertitudes beaucoup plus fortes qu'avant? Donc déjà, comment penser une exploitation plus résiliente? Et de fait, quand on regarde sur 10 ans, les 10 dernières années, les exploitations en autonomie fourragère ont de meilleurs résultats finaux, non pas un meilleur revenu, mais un meilleur résultat final que les exploitations, disons, maïs. Enfin. Donc on voit que la résilience physique va avec la résilience économique et donc il y a un besoin d'accélération, c'est clair. C'est intéressant déjà cette différenciation que vous faites à juste titre entre le résultat final et puis le revenu. Guillaume, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure autour de la performance globale de l'exploitation que vous évoquiez. Oui, et puis la résilience de nos fermes, c'est l'enjeu de demain. On se rend compte que les aléas, qu'ils soient climatiques, ce dérèglement, on le vit quand même de manière assez forte depuis une dizaine d'années, et ça s'est bien accéléré depuis 5-6 ans, mais également ce dérèglement et cette résilience par rapport au côté sanitaire de la chose. On a vu différentes attaques qui sont assez impressionnantes. Et puis, bien sûr, je pense qu'on est tous dans le même bateau, la résilience par rapport au côté économique, où on se rend compte que des cours peuvent flamber et se cracher très rapidement, sans forcément être en adéquation avec nos problématiques ultra locales. Donc, c'est vraiment un enjeu l'enjeu de la résilience doit être au cœur de l'évolution de nos fermes dans les années à venir. La résilience, la performance, ça nécessite d'utiliser en fait en parallèle, en même temps, avec des échelles de temps parfois très différentes, plusieurs leviers, j'ai presque envie de dire tous les leviers évidemment, mais plusieurs leviers. Et vous avez l'impression, Marion Guilloux, que parfois on oubliait cette logique de tous les leviers, y compris les leviers, la richesse, en tout cas qu'il y a au cœur même du sol, au cœur même de la terre. Ça paraît paradoxal parce que moi j'ai plutôt l'impression qu'au fil du temps, quoi qu'il en soit, les agriculteurs ont toujours eu conscience qu'ils travaillaient avec la terre, avec un outil qu'il fallait quelque part non seulement préserver, et qu'il fallait exploiter bien sûr, mais qu'il fallait aussi préserver. Alors je me trompe peut-être. Écoutez, je me garderais bien de donner des leçons à qui que ce soit, et notamment aux agriculteurs, mais ça a été une tendance générale, et l'agriculture n'y a pas échappé. Pour produire plus, pour être plus productif, comme on disait, productif en fonction du capital, du nombre de personnes qui travaillent et de l'argent investi, il y a eu une spécialisation. Et c'était vrai dans l'industrie, ça a été vrai absolument dans tous les secteurs, et une spécialisation et une intensification.
Et cette spécialisation, le fait de spécialiser des régions culture et des régions élevage, ça a empêché le côté complémentaire entre eux et donc l'engrais organique. Enfin, vous voyez, donc il y a eu des transformations qui étaient tout simplement le fait de répondre à un impératif qui était de nourrir tout le monde et pas cher. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher, quand il y a eu une orientation sociale extrêmement forte donnée à toute une profession, et je dirais même à toutes les professions, parce que cette évolution vers la spécialisation, vous l'avez connue partout. Et on ne peut pas empêcher les gens de le faire bien. Et de fait, aujourd'hui, le cahier des charges est différent. Alors, on va parler de ce cahier des charges dans quelques instants. On regarde justement des enjeux, et notamment des enjeux climatiques. Ça permet de saluer notre dessinateur caricaturiste qui nous accompagne. Regardez la façon dont il pense que le changement climatique va modifier l'agriculture. Il y a des faits d'Anna, d'Espelette, n'est pas encore reconnu sous site de qualité. Je pense qu'il y a encore quelques années. Enfin, il faut l'espérer du moins. Le sujet dont nous parlons aujourd'hui, il a pris parfois plusieurs noms. On parle d'agroécologie aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez parlé d'agriculture raisonnée, vous avez parlé... Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que finalement, derrière ces mots, parce qu'il faut bien parfois qualifier l'acte, qualifier les pratiques, qualifier les techniques, derrière ces mots, il y a le même concept, il y a la même préoccupation, ou est-ce que les choses ont également évolué au fil du temps, Marion Guillou? Là, c'est la scientifique que j'interroge. Alors, est-ce qu'il y a les mêmes choses derrière? Non. Chaque dénomination a un cahier des charges derrière. Je me souviens de l'agriculture raisonnée à l'époque de Phare, de l'agriculture durable. Enfin, les types de noms et d'appellations, chaque fois, il y a un cahier des charges derrière, ce qui d'ailleurs complique beaucoup la communication vis-à-vis du public. Mais enfin, disons que c'était une volonté de faire, et en général, l'agriculture de conservation, c'est des gens attentifs à leur sol. Et je veux dire, tout ça, ce sont des mouvements de progrès. Donc, il y a deux manières de vous répondre. Du point de vue du mouvement, je pense que tout est bon. C'est-à-dire, chaque fois que des personnes essayent d'innover collectivement, parce que c'est plus facile d'innover à plusieurs que d'innover tout seul. Hein. Quand on fait essai-erreur, on est plus intelligent à plusieurs que quand on fait son petit essai et ses petites erreurs tout seul. Donc, tous ces mouvements, finalement, ont permis de mettre les agriculteurs dans un état d'esprit de comment changer, comment faire évoluer et comment le faire sans prendre trop de risques à titre individuel. Donc, d'un point de vue sociologique, si vous voulez, des agriculteurs, je pense que tous les mouvements ont été bons. Mais non, sinon, après, du point de vue définition, la définition scientifique, elle est un petit peu plus restreinte. Et c'est utiliser, comme je vous le disais, les ressources et les fonctions de la nature. Donc, après, je ne vais pas vous faire la liste, mais la biodiversité, l'arrangement dans l'espace, enfin, toutes les fonctions de la nature qui sont positives pour l'acte de production. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'agroécologie est un concept du présent, ou est-ce que déjà il y a peut-être le coup d'après qui est dans les seringues? C'est du moins ce que l'on semble lire parfois lorsque certains emploient finalement de nouveaux termes pour parler de l'agriculture de demain. Oui, alors il y a un peu de marketing derrière. Hein. C'est-à-dire, maintenant au niveau international, au niveau international, plusieurs fois j'étais dans des groupes où je défendais une approche, ce qu'on appelle système, c'est-à-dire l'évolution du système agricole, et d'autres disaient il suffit de mettre un OGM et vous avez résolu le problème. Et personnellement, les agronomes pensent qu'il ne suffit pas de changer la plante pour que tout le système évolue. Donc on avait des débats sans fin. Alors maintenant, ils ont trouvé un nouveau truc, c'est l'agriculture régénératrice. J'allais dire ce terme-là. Il y a des mots qui, d'une certaine... Il faut faire attention que les mots ne soient pas le cache-sexe du fait de pas travailler sur les sujets. Donc, je fais un peu attention au piège des mots parce que vous perdez le consommateur, et c'est sans doute l'objectif d'ailleurs de ceux qui inventent des nouveaux mots tous les ans ou tous les 2 ans. Il faut quand même qu'il y ait un contrat de confiance entre le producteur et le consommateur autour de ces mouvements de l'agroécologie. Ce sont des mouvements divers. On n'aura pas qu'une agroécologie. Ça dépend où est-ce que vous êtes sur le territoire. Ça dépend quel type de culture vous avez. Il y aura plusieurs types d'agroécologie. Mais par contre, il faut que le niveau de cahier des charges soit reconnaissable par le consommateur pour donner de la valeur. Par la chaîne d'abord, par le consommateur. Donc, moi, je trouve que ces changements de mots incessants, sans doute le plus souvent issus du marketing, sont un peu des cache-sexes qui
gêne l'évolution. Ce qui fait que lorsqu'on est sur le marché des Spelettes, qu'on pourrait être ailleurs, on peut entendre dans le micro-trottoir, comme tout à l'heure, arriver autour de cette question de l'agroécologie des réponses parfois simples, comme le bio. Ben, le bio, c'est un des systèmes. Je veux dire, il faut jamais être exclusif. C'est un des systèmes, mais même en bio, il y a des bios qui font plus d'agroécologie que les autres. Parce que en bio, ben, vous pouvez utiliser, vous savez, c'est les produits chimiques de synthèse qui sont interdits, mais pas les produits chimiques en général. Donc vous utilisez des métaux, etc. Et donc il y a des agriculteurs bio qui sont encore plus agroécologiques que les autres, et donc qui disent mais il y a des systèmes de bio qui sont pas bien. Donc même à l'intérieur des bio, vous commencez à avoir ce conflit. Mais sinon, le bio, bah, c'est une des voies qui permet d'utiliser les fonctions et les ressources de la nature. Guillaume, vous avez entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir, l'agriculteur, il sera toujours il a toujours su s'adapter, etc. Je reviens sur le mot mouvement qui a été employé par Marion Guilloux juste à l'instant. Le mouvement, vous faites partie de ceux qui pensent que l'agriculture a toujours été en mouvement et donc en adaptation, et que finalement là, on est en train de vivre une étape supplémentaire, ou que c'est quelque part une forme de révolution. Bref, ma question finalement, c'est est-ce que c'est une transformation ou une révolution à laquelle nous assistons actuellement ? Oui, moi je suis convaincu que le mouvement, il s'est jamais arrêté, on s'est toujours adapté. Il y a eu des grands changements, ça a été dit, quand la France avait faim, et il a fallu prendre un virage assez important pour nourrir à la sortie de la guerre. Aujourd'hui, on se rend compte que le virage qui est pris, c'est notamment par rapport à de nouvelles attentes sociétales, où une grande partie de la population veut être plus que consommateur, mais bien acteur, et donc a des attentes à ce niveau-là. Et donc le mouvement que l'on fait, la difficulté que l'on a dans l'agriculture, c'est que on a des temps longs en fait. Nous, quand on veut faire un virage, on prend un virage plutôt comme un paquebot que comme un Zodiac. Et c'est souvent une des difficultés que l'on a par rapport au monde politique, par exemple. Pourquoi l'agroécologie a eu du mal à prendre au terme ? Parce que c'était un terme qui était quand même très connoté politiquement. Voilà, on a eu un ministre de l'Agriculture qui l'a porté de manière assez forte et dure, et donc forcément ça a braqué une partie des agriculteurs. Mais quand on parle de multiperformance, là-dessus, beaucoup d'agriculteurs s'y retrouvent. Et donc cette notion de transition et de longueur de transition. Faut pas oublier que les cycles agricoles sont très longs. Quand moi je veux faire un test sur une parcelle de blé, je sais que je pars pour 1 an, et donc j'aurai le résultat qu'un an après, voire un peu plus. Et à l'inverse, si on reste dans ma filière par exemple, quand mon boulanger veut faire un test, lui sur une fournée, la fournée d'après il la change et il peut faire plusieurs tests par jour. Donc c'est ça aussi qui est parfois difficile à faire comprendre aux consommateurs et à ceux qui trouvent qu'on ne va pas assez vite, c'est qu'à un moment donné, les tests en agriculture, que ce soit dans l'élevage et encore plus quand on est sur des plantes pérennes, sont très longs. Et la transition, on ne peut pas la faire au rythme des changements politiques qui peuvent avoir au niveau du gouvernement. Ça veut dire que dans cette période de transition, Marion Guilloux, il faut aussi avoir les reins solides. Je pourrais vous poser la question, hein, Guillaume, évidemment, mais ça nécessite d'avoir une vision, certes, de mettre en place, d'expérimenter, d'accepter de corriger, etc. Là, c'est souvent ce que le scientifique fait, hein, d'ailleurs, au travers de son travail. Mais lorsqu'on est à la tête de l'exploitation agricole, lorsqu'on a la question de la performance, du revenu, bien sûr, de la performance, plus globale, dans le collimateur du quotidien, ça nécessite d'avoir les capacités pour pouvoir le faire. Oui, c'est pour ça que pour moi, c'est une vraie transformation, ce qui est en train de se jouer, parce que je suis d'accord, il y a la demande de la société, mais il y a la réalité de l'environnement. Je veux dire, le climat, ça, c'est pas du court terme, hein. Vous pouvez maintenant considérer que dans le long terme, la variabilité et les aléas vont être de plus en plus importants. Et ça demande de s'adapter fortement, d'adapter fortement les systèmes, et on sait que ça va durer. Je veux dire, ce qui se négocie en ce moment, ça ne va pas changer. Donc il y a des données, l'appauvrissement en carbone des sols des grandes cultures, ça aussi, c'est du long terme, c'est de la tendance, enfin dans nos pays et malheureusement dans le monde entier. La perte de la biodiversité, ça aussi, c'est des tendances de fond. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au-delà de la demande de la société, il y a aussi des demandes physiques qui resteront et donc qui vous permettent finalement à mon avis, de raisonner avec des temps longs. C'est compatible avec les temps longs du raisonnement de l'agriculteur
me semble-t-il, ce changement de paysage externe, d'une certaine manière. Donc, pour moi, c'est une vraie transformation. Et pourquoi est-ce que c'est une vraie... Et donc, ça implique de changer l'enseignement, ça implique de changer la manière de conseiller, parce que c'est plus un problème sanitaire, un produit à appliquer. Vous voyez, donc c'est vraiment c'est vraiment un changement lourd. On va revenir d'ailleurs sur les conditions de ce changement, sur l'accompagnement à ce changement. Juste avant, Guillaume, je reviens sur la question initiale, sur finalement la nécessité d'avoir les reins solides pour aborder ce changement, parce que si on a bien compris que c'était dans la durée, si on a bien compris que c'était un effet avec une longueur de temps, quelque part tout à fait compatible avec le cycle long de production, je reviens à cela, encore faut-il pouvoir assumer ce changement ou cette transition. Oui, tout à fait. Pour pouvoir sortir de sa zone de confort, à un moment donné, il faut pouvoir être sûr d'avoir les moyens de prendre un accident. Parce que qui dit test dit parfois des accidents. Si à chaque fois qu'on faisait un test, on avait raison, je pense que ça irait beaucoup plus vite. Mais hélas, les accidents peuvent arriver. Et puis les tests, on travaille avec du vivant, on travaille avec du climat, on a des accidents climatiques qui arrivent. Et ce qui fonctionne une année, que l'on va essayer d'étendre l'année d'après, si le climat n'est pas là ou si le contexte sanitaire n'est pas le même, ça peut engendrer des accidents. Et donc aujourd'hui, une des difficultés que l'on a chez beaucoup d'agriculteurs qui sont avec des revenus très faibles, c'est que pour les faire sortir de leur zone de confort, quand on n'a pas de marge de fil de sécurité, c'est compliqué. Et donc à l'inverse, certains peuvent se tenter de dire quitte à pas gagner grand-chose, je vais rester, je vais me renfermer sur moi-même, je vais rester sur ce que je sais faire. C'est pas top, mais au moins ça restera ma petite valeur sûre. Et donc c'est important aussi de pouvoir regagner de la valeur ajoutée dans nos fermes, de manière à pouvoir avoir les moyens de se remettre en cause, de prendre le risque et d'évoluer. Cet accompagnement, ce problème d'accompagnement, attendez, on a un petit dessin du Hobbes qui vient d'arriver au sujet du marketing et de ce fameux cash-chèque que vous évoquiez tout à l'heure, Marion, qui n'a pas laissé indifférent dans ta meilleure... qui suit l'ensemble de nos travaux. Cet accompagnement, j'y reviens, il doit être évidemment pour vous financier. Oui, c'est très simple, vous savez, d'arriver à caser 2 questions sérieuses au milieu de 2 dessins qui sont souvent également, ça dit, très pertinents. Cet accompagnement, il doit être financier, il ne doit pas être que financier, si on en croit ce que disait Marion Guilloux. Chez vous, cette façon de transformer, encore une fois, l'acte de production, vous le faites accompagner, vous le faites seul? Comment ça se passe? Bien sûr, je suis accompagné et heureusement, un agriculteur aujourd'hui, on voudrait que ce soit un spécialiste en tout, mais je ne peux pas être le meilleur des RH, le meilleur spécialiste juriste, social, fiscal, manager, agronome, éleveur. Donc à un moment donné, on a besoin d'accompagnement et on a la chance par contre d'être dans le monde agricole, c'est que c'est un terrain très riche où que ce soit chez les plus fondamentaux, les instituts techniques, les chambres d'agriculture, l'INRA qui nous accompagnent, mais également un certain nombre de startups qui ont des idées. Moi, je vous ai dit, je suis passionné de nouvelles technologies. Quand je vois et quand j'échange avec certaines entreprises, je me dis, mais des gens qui ne sont pas forcément du monde agricole, mais qui ont des bonnes idées et qui veulent venir les appliquer au monde agricole parce qu'ils se disent, mon idée, elle doit s'adapter et ça pourrait vous changer la vie, ça pourrait vous permettre d'évoluer. Je trouve ça génial de pouvoir être le terrain de jeu d'un certain nombre d'innovations et donc l'idée, c'est de pouvoir réussir à mettre ça en œuvre, mais souvent ça coûte très cher, surtout quand on est un petit peu les pionniers et qu'on veut aller tester une nouvelle technologie ou quand on veut prendre un nouveau risque. C'est vrai que c'est important de pouvoir avoir les reins solides pour innover. C'est intéressant ce que dit Guillaume, Marion, parce que ça montre qu'il faut décloisonner autour de ces questions encore davantage. C'est un problème évidemment qui touche en premier lieu les agriculteurs. Quand j'y problème, d'ailleurs, ce n'est pas le bon mot, d'ailleurs, c'est un enjeu qui touche les agriculteurs, mais autour, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont impliqués, qui doivent être impliqués. Je dis ça à quelqu'un pour qui le cloisonnement, parfois, a été un mur. Vous avez souvent dénoncé ce cloisonnement alors, entre les scientifiques et autres, pas que l'enseignement, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est le moment, peut-être autour de cette question de l'agroécologie, d'accélérer, de casser les murs, de savoir casser les murs? Oui, parce que déjà, quelquefois, c'est indispensable pour trouver de la valeur.
Donc faire des circuits courts, avoir des accords avec des transformateurs qui sauront mettre en valeur la différence du produit, parce que quelque part il faut créer de la valeur, qu'elle soit sur un produit ou sur une organisation collective. Donc oui, il faut créer des circuits courts avec les transformateurs, des marchés carbone, des marchés de l'énergie, des marchés de compensation biodiversité. Je veux dire, tout ça, ça ouvre sur des mondes qui n'étaient pas traditionnellement. Le monde agricole, tout à l'heure, vous allez parler d'informatique, ça ouvre sur des mondes qui n'étaient pas traditionnellement totalement inclus dans le monde agricole. Et objectivement, vous le disiez, vous êtes maintenant un praticien de l'informatique, voilà, et moi, malheureusement, j'essaye aussi, cas un cas, mais on est tous obligés de s'ouvrir à d'autres mondes. Et oui, c'est la condition de survie. Alors, on va voir au travers d'un reportage maintenant, si vous le voulez bien, la façon dont un exploitant en transition en polyculture aborde ces différentes questions. L'équipe de la MSA est allée réaliser ce reportage à Sauveterre de Guyenne. Stéphane Mirambet nous y a accueillis. Et vous allez voir au sein de son exploitation de quelle façon la transition en polyculture est non seulement un acte du présent, mais également un acte du futur. Regardez. Nous sommes à Sauveterre, cœur de l'Entre-deux-Mers, au cœur du vignoble. Nous avons initié sur l'exploitation une transition écologique et notamment une conversion en bio à partir de 2019. Nous sommes ici sur une parcelle qui a été plantée en marcelan pour répondre à une diversification de l'offre. On a également implanté des couverts végétaux qui sont vraiment en symbiose avec la plante. Et demain, pour aller plus loin en 2022, on va planter des cépages résistants. C'est encore une nouvelle approche et ça va nous permettre d'être moins dépendants encore au phyto, parce que l'enjeu de demain, ça va être le carbone, les bilans carbone, ça va être l'utilisation du cuivre en bio, et on espère qu'avec l'arrivée de ces nouveaux cépages, on va encore moins traiter, on sera moins dépendant de produits qui ne sont pas forcément chimiques mais minéraux, mais qui peuvent être remis en cause demain. Nous sommes adhérents à la casse coopérative de Sauveterre, Blasimont-Espier, du groupe Bordeaux Family. Et nous avons deux techniciens qui sont en charge de nous accompagner dans cette transition qui est... donc nous avons des enjeux, nous avons le réchauffement climatique, nous avons des attentes sociétales. On s'entraîne les uns aux autres, une forme d'émulation avec nos collègues, on se rassure, on échange, on discute. C'est aussi ça c'est quelque chose qui a été très entraînant pour nous. Passer en bio, c'est un cheminement personnel. Et ça a des conséquences qui sont assez lourdes et longues. Une conversion, ça dure 3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on produise au prix du conventionnel pendant 3 ans, avec des incertitudes et vraiment des prises de risques au niveau de la production pour les années durant. On a beau être accompagné, mais c'est vraiment l'agriculteur qui se trouve seul face à ses choix. Voilà. La MSA fait partie de notre environnement. Tout agriculteur a conscience de l'importance de cet organisme. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons, que ce soit les chambres d'agriculture, des coopératives, des conseillers indépendants, je pense qu'on est bardé d'accompagnement. Après, voilà, la transition écologique c'est aussi une démarche, c'est une attente, mais c'est aussi une démarche personnelle. Et vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, cet exploitant qui a pris du temps, d'ailleurs, pour donner sa vision. Vous, Guillaume, c'est une démarche personnelle. Vous souscrivez à ce dernier mot, à cette dernière phrase? Oui, à un moment donné, on pourrait ouvrir un autre débat, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais sur ce qu'est un agriculteur. Agriculteur, pour moi, c'est celui qui décide à un moment donné. Et donc, avec tous les conseillers, toute l'évolution qu'il a, à un moment donné, il faut que l'agriculteur décide de partir en transition, d'évoluer, de se remettre en cause, peut-être de manière plus fondamentale, et d'aller sur un autre chemin que celui sur lequel il était. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle, mais dans un environnement global. Si on pouvait juste rebondir sur le sujet juste avant la vidéo, c'est quand même
même quelque chose de très important, et vous l'avez employé tout à l'heure. Cette approche globale, ça devient essentiel. Pour moi, beaucoup trop longtemps, on a travaillé ce qu'on appelait en silo. Ouais. On gérait une problématique, et puis après, on fermait le sujet, on allait en gérer une deuxième. Sauf que ce qu'on oubliait, c'est que les conséquences des décisions de la première avaient impacté l'autre. Et en fait, on n'arrivait pas à prendre cette décision globale, alors que nous, sur nos fermes, à chaque fois qu'on prend une décision, ça peut avoir des conséquences pendant des années et sur l'ensemble de l'exploitation. Donc c'est ça qui est quand même important, de pouvoir avoir une approche vraiment globale et très globale, et de filière également, parce qu'on peut mettre en place le meilleur des produits, une nouvelle race, mais s'il n'y a pas un marché derrière pour l'acheter, ou s'il n'y a pas les bons outils entre les deux pour le transformer, eh ben ça ne sert à rien, on ira dans le mur. Je prends quelques réactions par SMS. L'innovation doit se raisonner en groupe pour partager le risque d'expérimentation. Nous dit-on, ça correspond très bien à votre état d'esprit. L'innovation, la transition doit être soutenue par des politiques publiques cohérentes, par une médiatisation cohérente, une vision globale qui doit être diffusée partout. Je reviens sur ces différents points. Les politiques publiques européennes, nationales et européennes, elles accompagnent suffisamment, selon vous, la transition agroécologique? C'est une question compliquée là que je vous pose, je le sais. Au regard également de la fonction que vous exercez aujourd'hui. Vous voulez dire au Conseil pour le climat? Oui, on est un petit peu critique sur la vitesse d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le changement climatique est là. Enfin, je pense que tous s'en rendent compte, et déjà avec des conséquences dures, et que les actions ne sont pas à la hauteur. Donc effectivement, du point de vue climat, oui, on est assez critique sur le fait que les efforts ne sont pas suffisants, hein, mais je pense que ce sont des messages qui commencent à passer parce que tout le monde se rend compte sur le terrain qu'il y a des conséquences. Alors du point de vue agricole, est-ce qu'il y a assez, là c'est plutôt aux agriculteurs de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de tout à la fois. Donc c'est compliqué quand on a besoin de tout à la fois. Donc il faut changer les programmes pour les lycées agricoles. Donc ça y est, toutes les exploitations de lycées agricoles ont changé. C'est en cours, hein, c'est ça. C'est en cours. Ouais. Les programmes du Bac Pro a changé. Ouais. Ça y est, les premiers Bac Pro avec les nouveaux programmes sont sortis. Donc avec cette approche d'ensemble, comme vous le disiez, hein, parce que sinon, on fait un truc, on ne sait pas quelles sont les conséquences, on n'a pas regardé ce qui se passait ailleurs. Je vous vois hocher la tête, Guillaume. Oui, non, je suis un petit peu inquiet. Enfin, je suis d'accord, j'ai bien vu que ça a changé. Et moi, je prends des apprentis. Enfin, j'ai un apprenti sur la ferme et régulièrement des stagiaires passent. Et c'est vrai que parfois, quand je regarde, hélas, certains programmes, les pauvres, ils sont quand même un petit peu perdus. Ou dans le même rapport, on est capable, ou dans le même cours, on est capable de dire à chaque fois, c'est quelle est la technique alternative. Donc, faut mettre moins de pesticides. Du coup, faut labourer. Et puis, on tourne la page d'après. On explique qu'il faut stocker du carbone. Donc, du coup, faut pas labourer. Et moi, je me souviens d'un de mes stagiaires qui me dit, mais je dis c'est pas possible. Et je vous assure, son cahier, c'était ça, hein, à 2 pages d'intervalle. Et il me dit, à ton avis, je dois répondre comment? Enfin, je savais pas quoi lui répondre. J'étais perdu. Je dis, à un moment donné, va falloir que vous osiez poser la question à vos profs d'avoir une réflexion quand même un peu plus globale. Alors, je refais la parenthèse, puis on reviendra d'ailleurs sur le stockage du carbone dans quelques instants sur les questions. Mais donc, les lycées... Non, mais je voudrais y répondre. D'abord, les pauvres profs, ils ont dû se reformer eux-mêmes. Oui. Hein, c'est-à-dire que ce n'était pas ce qu'ils avaient appris quand eux étaient sur les bancs de l'école. Ils ont dû se reformer. Et ce n'est pas évident. Je veux dire, il faut être conscient de ça. Donc, ensuite, il n'y a pas de réponse unique. Quand on vous disait, il y a cette maladie, vous mettez ce produit, fastoche. Hein, c'est comme quand on donnait des antibiotiques aux humains systématiquement, dès qu'il y avait un truc, sans regarder si c'était un virus ou une bactérie, aucun problème, on donnait un antibiotique. Comme ça, c'était simple de répondre à la question du prof. Mais c'était idiot. Quand c'était un virus, ça ne servait à rien et paf, vous avez des antibiotiques pour rien. Donc, il faut se rendre compte que c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse unique. C'est plus compliqué parce qu'on regarde les conséquences sur plusieurs choses à la fois. Donc, je ne sais pas comment font les profs, d'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas de QCM, parce qu'il faut un peu expliquer. Mais les réponses, elles vont être adaptées à un endroit donné. Donc effectivement, c'est moins facile et pour le prof et pour l'élève, mais c'est quand même beaucoup plus réel. Hein, c'est comme dans le domaine de la médecine. Hein. Si vous aviez un virus, à quoi ça servait ? Et c'est plus compliqué pour le médecin de se demander si c'est un virus ou une bactérie que de donner l'antibiotique sans réfléchir. Eh ben c'est la même démarche. C'est plus compliqué, mais c'est mieux adapté pour l'individu et globalement.
Donc il y a une vraie. C'est pour ça que je parle de transformation. Les profs ont dû retourner apprendre d'autres choses, d'autres approches. Les conseillers, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais les conseillers agricoles, c'est une sacrée révolution. Moi, je me souviens d'en avoir discuté avec le président de Terrena à l'époque, quand il a mis ses fiches d'agriculture écologiquement intensive en place. Eh bien, la moitié des conseillers n'avaient pas souhaité passer au conseil du nouveau système, tellement ça changeait la manière de raisonner les choses. Mais au total, ils l'ont fait et ils ont mieux valorisé leurs produits. Je veux dire, objectivement, ça a fonctionné. Donc, oui, c'est moins simple qu'avant. Les réponses sont pas... on ne peut pas faire de QCM, c'est-à-dire, quand il y a ça, il faut faire ça. Mais il me semble quand même que c'est beaucoup plus adapté à cette recherche de résilience. Enfin, c'est beaucoup plus adapté à cette recherche de résilience. Il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend du terrain, ça dépend de la culture, ça dépend de l'agriculteur. Parce que la première variable, c'est quand même ce que l'agriculteur fait et a envie de faire. Question justement, une réponse. Tout est son contraire de devenir agriculteur, on dit le son. Il est terrible. Et parce il est bon. Il est terrible. Il suit vraiment les choses. Dernière question avant d'accueillir les porte-paroles, les rapporteurs du groupe de travail ici même qui ont planché justement sur la façon d'accompagner les exploitants dans la transition agroécologique. Dernière question avant d'en prendre d'autres tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de la communication, d'expliquer les pratiques, de les partager? Parce que ça c'est pour vous, Guillaume, parce qu'on a parlé de votre exploitation, votre conviction, mais également tout ce que vous mettez en place avec justement Agri Demain. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a esquissé le sujet tout à l'heure sur la difficulté de pouvoir communiquer sur un label, sur une définition de l'agriculture. Et on parle beaucoup de transition depuis tout à l'heure. Et on est tous convaincus, je pense, dans la salle, que l'agriculture a beaucoup évolué depuis 30-40 ans. Et on n'a pas su vraiment bien expliquer ces évolutions, l'utilisation de ces différents outils depuis qu'on les a mis en place. Et le consommateur lambda qui pense connaître l'agriculture, parce que quand on fait un sondage, on se rend compte qu'il nous explique et tout le monde le fait. Ah bah si, j'ai un grand-père qui était agriculteur, j'ai un cousin, sauf qu'en fait, ils se sont perdus de vue depuis très longtemps. Les techniques agricoles ont beaucoup évolué. L'agriculture est encore plus riche et encore plus diverse aujourd'hui. Et donc, c'est difficile de s'y retrouver. Et la nécessité de pouvoir communiquer et prendre la parole pour expliquer son métier, c'est essentiel. Et puis, c'est un petit peu le travail que l'on fait chez Agri Demain. Donc, c'est de pouvoir accompagner et inciter un maximum d'acteurs du monde agricole. Donc, bien sûr, les agriculteurs, mais également l'amont, l'aval et toute la grande famille agricole, de pouvoir prendre la parole et d'aller expliquer les spécificités et puis surtout la belle richesse de l'agriculture et des métiers sur l'ensemble de nos territoires. On est sur un territoire riche. Quand on est ici dans le sud-ouest, quand on est en Bretagne, quand on est sur le plateau du Larzac, quand on est en Beauce, enfin voilà, c'est différentes agricultures qui s'adaptent à leur climat, qui s'adaptent à leur territoire, à leur terroir. Et donc c'est ça qui est aussi important de pouvoir mettre en avant et de montrer qu'il n'y a pas un modèle agricole, mais bien une vraie diversité, une vraie richesse agricole française. Et il y a sans doute également plusieurs besoins d'accompagnement, accompagner les exploitants dans la transition agroécologique en participant à la prévention de ces impacts. C'est le thème du groupe de travail dont Laurence Dalguebier, présidente MSA Midi-Pyrénées Sud, et Alexandre Bérat, administrateur MSA Gironde, vont nous parler. Vous les applaudissez tous les deux, s'il vous plaît, alors qu'ils nous rejoignent. Venez, je vous en prie. Prenez place. Moi, ça m'a permis de me lever. Je suis presque déçu que la salle n'ait pas fait la même. Prenez, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. En plus, ils sont très design, mais ils n'ont pas tout. Bref, ça fait du bien de se lever. Merci d'être là tous les deux. Vous avez entendu les différents échanges que nous avons commencé à mener. Ils sont dans le droit fil des discussions que vous avez eues au sein du groupe de travail et des actions qui existent déjà, des dispositifs qui existent déjà, mine de rien, au niveau des MSA, lorsqu'il s'agit d'accompagner les exploitants engagés ou qui veulent s'engager d'ailleurs dans la transition agroécologique. Il va s'agir de se dire de quelle façon on peut finalement les accompagner, on
peut mettre en place des dispositifs santé, sécurité au travail, prendre en compte le contexte à la fois social, les enjeux économiques, hein, qui sont finalement au cœur des préoccupations des uns et des autres. Laurence, je démarre peut-être par vous. Cet accompagnement, il constitue peut-être d'abord en la façon dont on peut identifier les dispositifs de la MSA qui sont, comment dire, complémentaires à notre dispositif existants d'accompagnement, se développer par les chambres par exemple, se développer par les organismes divers et variés, banques ou autres, lorsqu'il s'agit d'accompagner là financièrement. Vous vous dites qu'il y a d'autres champs sur lesquels l'accompagnement est nécessaire et on doit et on peut s'en saisir. Oui, dans notre groupe de travail, nous en sommes effectivement dit que la MSA peut accompagner, vous l'avez bien dit, complémentairement. Voilà, et je crois qu'on s'inscrit tout à fait dans cette complémentarité. Pas de concurrence entre, vous l'avez tout à fait dit, les chambres d'agriculture au niveau technique, qui font un très gros travail, effectivement au niveau économique. Nous, au niveau MSA, nous avons essayé de chercher au niveau de la santé et sécurité au travail. Nous avons un service important et avec des préventeurs qui peuvent venir sur les exploitations pour pouvoir aider les agriculteurs dans leur transformation, dans leurs idées, dans leurs innovations. Ça veut dire très simplement en accompagnant, en anticipant quelque part les impacts sur les conditions de travail, parce que les pratiques vont changer, donc les conditions de travail vont changer. J'imagine que vous pensez à ça, que ce soit pour les salariés ou pour les exploitants évidemment, mais il y a peut-être également toute la question autour de l'interrogation, du questionnement, de la charge mentale qu'il peut y avoir derrière le changement. Tout à fait. Cette charge mentale, c'est ce qui est ressorti effectivement de nos travaux. Elle est importante, elle est lourde à porter, elle est difficile. Bon, on sait tous ici qu'on a eu beaucoup d'agribashing, mais pas que. Et en fait, dans cette idée, c'est de travailler à la fois sur les conditions de travail, sur cette charge mentale, et finalement pour trouver une qualité de vie au travail. Donc nos services de santé sécurité au travail vont essayer de regarder avec toute la diversité. Ça peut être sur on l'a dit tout à l'heure, sur la transformation en agriculture biologique, ça peut être sur des ateliers d'abattage sur des exploitations, ça peut être sur de l'agro-tourisme, de l'onotourisme. On a vu tout à l'heure avec l'agriculteur aussi qui cherche, le viticulteur devrais-je dire. Viticulteur, tout à fait. Plus exactement. Et donc tout cet accompagnement, ça peut se faire aussi grâce à des ateliers qui existent au sein de la MSA. Donc le premier auquel je pense, c'est celui qui s'appelle Avenir en soi. Oui. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous et d'entre vous connaissent. Le connaissent, voilà. Vous avez 20 secondes pour en rappeler le principe, cela dit. Effectivement, des petits groupes d'agriculteurs sur un même territoire qui essayent de regarder ensemble comment, j'allais dire, apprivoiser cette charge mentale. D'accord. Voilà. Comment essayer de passer au-dessus et de savoir qu'en fait aussi, ils ne sont pas seuls. Voilà, il y a des agriculteurs, il y a effectivement la MSA auprès d'eux pour pouvoir les aider dans cette transition. On a parlé d'accompagnement numérique, en tout cas des transitions numériques, ça fait partie du champ de réflexion. Effectivement, Guillaume il a dit tout à l'heure, je pense que le numérique n'est plus... et dans nos exploitations. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, on a des agriculteurs de tous âges, avec des connaissances plus ou moins importantes au niveau informatique, numérique, peut-être une certaine peur, mais aussi s'apercevoir effectivement tout ce que ça peut apporter. Notre ministre nous l'a dit hier, qu'effectivement le numérique fait partie de cette révolution agricole. Moi personnellement, sur mon exploitation, j'utilise depuis quelques années l'agriculture de précision, oui. Voilà, au niveau de l'épandage d'engrais, sur tout ce qui est aussi produits phytosanitaires. Je suis effectivement en conventionnel, raisonné, mais j'aime bien dire effectivement agriculture de précision. Je trouve que c'est plus technique. Plus technique, en tout cas, ça correspond à une belle valorisation voilà. Également du quotidien. Il y a le côté économique également dans la partie des dispositifs d'aide. Tous les dispositifs d'aide qui existent, on a effectivement les contrats de prévention. Oui. Nous avons visité dernièrement une exploitation, alors c'était plutôt une scierie. Ça fait partie aussi du domaine agricole en Ariège, qui veut effectivement, dans l'agroécologie,
Le directeur a beaucoup insisté sur le fait qu'un mètre cube de bois, ou non, une tonne de bois, c'est un mètre cube de carbone stocké. Donc, il faut planter des arbres, il faut surtout exploiter les forêts. Voilà, il faut surtout exploiter les forêts, ne pas les laisser. Il faut certaines fois savoir couper des arbres pour pouvoir effectivement stocker le carbone à l'intérieur. Tiens, j'ouvre et je fais une parenthèse parce que la question était arrivée, je la pose maintenant. Marion Guilloux, agroécologie, agroforesterie. Même combat, même combat. C'est-à-dire, il y a le remettre des arbres dans un certain nombre de contextes, ça a un sens. Merci pour cette réponse donnée. Je reviens vers vous, Laurence. Comment est-ce qu'on peut valoriser tous ces dispositifs? Parce que si je vous entends, il y a beaucoup de choses finalement qui existent, qui sont mises en place, etc. Comment faire pour que ce soit plus efficace sur le terrain? Sur le terrain, je pense que c'est important, c'est de communiquer. Oui. Il nous faut effectivement communiquer d'abord auprès des agriculteurs qui sont les premiers concernés. Bien sûr. D'abord auprès des agriculteurs. Donc, nous avons de la chance effectivement d'être un guichet unique. Nos adhérents savent qu'ils peuvent nous contacter. Et ils savent que vous savez les contacter. Qu'on savent aussi les contacter aussi. Voilà, tout à fait. Et que nous avons un service de santé sécurité au travail qui nous accompagne vraiment. Et c'est aussi l'âme, c'est aussi l'ADN de la MSA. En plus de son rôle de, effectivement, protection sociale. Voilà. Oui. Et je pense qu'il faut aussi insister. Bien insister là-dessus, selon vous. Et avec, cet angle agroécologie, Alexandre, ces dispositifs d'accompagnement, il faut vraiment les flécher autour des exploitants engagés, ou en tout cas pour les exploitants engagés, peut-être en utilisant, je ne dis pas en labellisant, mais en fléchant bien le fait que c'est un accompagnement à un engagement agroécologique, à une transition agroécologique. Oui, effectivement, puisque ça a été dit, la transition agroécologique aujourd'hui n'est plus une option, c'est une obligation pour les exploitants, mais toutefois, elle ne peut pas être faite à n'importe quel prix, surtout quand on a des exploitants, des structures qui sont déjà sur des situations économiques fragiles. Donc l'accompagnement, ça a été clairement évoqué, est indispensable, que ce soit un accompagnement technique, ça c'est la base, mais également un accompagnement économique, un accompagnement social. Et donc aujourd'hui, cet accompagnement existe, ça a bien été montré dans la vidéo. Par contre, une personne qui souhaite se lancer dans cette transition va se retrouver face à une amplitude d'intervenants, qui soient techniques, économiques ou sociaux. Et en fait, la MSA, si elle veut être acteur de cette transition, peut, par la mise en place de référents au niveau des caisses, c'est l'idée qui avait émergé des réflexions, mettre en place un référent de la transition agroécologique au niveau des caisses, qui soit, pour une personne qui souhaite envisager cette transition, une porte d'entrée, ou plutôt la clé sur les différentes portes d'entrée qui lui sont proposées, qu'elles soient techniques, économiques ou sociales. Ce référent, là, j'interroge finalement un duo qui est tout à fait à l'image de ce que vous êtes au niveau de la MSA. Ce référent, c'est un élu, c'est un salarié? Le profil n'est pas défini, on n'a pas rédigé la fiche de poste encore à l'état actuel. Il semblerait... Déjà, c'est une fiche de poste, c'est plus un salarié, oui. Il semblerait, la logique voudrait qu'effectivement ça soit un salarié. Enfin, je sais par exemple au niveau de la caisse de Gironde, le service SST qui a été évoqué travaille déjà énormément sur cette transition agroécologique sur les exploitations. Donc il semblerait effectivement que ça soit plutôt éventuellement une personne du service SST. Ouais. Je pense que ça doit dépendre également en fonction des caisses. Des caisses et de la particularité, etc. J'imagine. Et de l'organisation de chacune des caisses. Absolument. Puis des expériences peut-être également qu'il peut y avoir finalement au sein de ce vivier humain formidable, de ce capital humain formidable que vous représentez les uns et les autres. Ça veut dire que mine de rien, les dispositifs, peut-être aussi les retours d'expérience et les questions, les réponses, il va falloir les formaliser parce que je veux bien qu'il y ait un référent, il va falloir lui donner outre la fiche de poste, une sorte de boîte à outils pour qu'il puisse être plus performant, plus efficace. Tout à fait, c'était l'idée qui avait été également évoquée, créer cette boîte à outils, alors éventuellement sous forme d'un référentiel de questions-réponses qui va lister, référencer
tous les intervenants qui peuvent aider l'exploitant dans sa transition, alors au niveau local, mais également aussi au niveau national, puisqu'aujourd'hui les aides, elles peuvent être départementales, régionales, nationales, voire même européennes. Donc l'exploitant, en fait, quand il se présente dans cette transition, peut être un peu submergé par l'approche administrative. Et donc le fait de référencer tout ce qui existe en termes d'accompagnement et en termes d'aide financière peut simplifier les choses et peut permettre de gagner en efficience dans cette transition. On parlait avec Guillaume tout à l'heure de l'importance de la communication, de la diffusion avec Agri Demain, mais je crois, Laurent, c'est un sujet dont vous voulez également vous saisir. Vous avez envie, je crois, dans le groupe, de mettre en avant la publication de témoignages d'agriculteurs, d'animer des stands, des conférences. Pour vous, c'est important? Oui, la communication est indispensable. Ça permet d'abord de ne pas se sentir seul. Je pense que nous sommes chacun sur nos exploitations, dans nos entreprises. Alors dans l'entreprise, on a effectivement aussi des collègues. Dans les exploitations, nous sommes multitâches. On a aussi des salariés, bien sûr. Et le témoignage nous paraissait effectivement important dans ce groupe de travail, mais aussi communiquer auprès de tout ce qui est presse agricole, de profiter, la MSA le fait déjà, mais quand il y a des foires agricoles dans nos régions, oui, par exemple, on s'était dit Innovagri qui se tient tous les 2 ans. C'est dans la région toulousaine, dans la mienne, l'année prochaine, enfin en 2022. Donc, je suis sûr que nous tiendrons un stand de MSA. Voilà, ça nous paraît effectivement important. Et puis ensuite, on avait eu l'idée au niveau du salon de l'agriculture de faire effectivement une communication. C'était l'idée qui était ressortie un petit peu dans notre groupe de travail sur justement comment la MSA peut accompagner les agriculteurs. Je pense que nous serons nombreux à y aller en salon de l'agriculture 2022. Voilà. Hier, on a parlé de stratégie d'influence dans une des premières tables rondes. Pour vous, c'est important de développer une stratégie d'influence, de développer la communication, alors pas simplement auprès des agriculteurs, c'est déjà très important, mais d'aller au-delà, les partenaires locaux, les maisons familiales, les coopératives, j'en passe sans doute et des meilleurs, Alexandre? Oui, tout à fait. Si la MSA veut être reconnue comme un acteur de cette transition, elle se doit de mettre en place des partenariats, voire on avait évoqué éventuellement des conventions avec les établissements bancaires, les établissements d'assurance, tout ce qui va être aide technique comme les chambres d'agriculture. Ouais. Et ça a été évoqué précédemment et ça sera certainement évoqué plus longuement dans la prochaine table ronde, c'est d'être présent également au niveau de l'enseignement, au niveau des lycées agricoles, des maisons familiales, que la MSA soit identifiée par les prochaines générations comme un partenaire dans la vie de l'exploitation, un partenaire dans cette transition agroécologique. Et pas Ces conventions-là que vous évoquiez, elles sont à quelle échelle? Nationale, régionale, locale, au cas par cas, les trois en général? Je pense qu'effectivement, il faut qu'elles se fassent. Les conventions... Je pense que les conventions, enfin on pense que les conventions seraient plutôt nationales. Par contre, les actions concrètes de terrain, les partenariats, les actions peuvent se faire avec les chambres d'agriculture, avec les lycées agricoles. Ça, par contre, c'est des actions concrètes qui doivent être menées indépendamment et spécifiquement sur chacun des cas encore une fois, pour qu'elles soient efficaces, quoi. Le soutien au projet scientifique fait également partie de ce que vous avez fléché au niveau du groupe de travail. Et pas pour rien, parce que vous avez déjà des projets scientifiques qui sont soutenus par la MSA. Ça va faire plaisir à Marion Guillou, ce soutien évidemment au projet scientifique. Le projet Traçade est un bon exemple. Il étudie les impacts de la transition sur les conditions de travail des viticulteurs. Nous allons rester dans le domaine de la viticulture. Et je vous propose à l'image de découvrir en quoi consiste ce projet Traçade et en quoi consiste également cette vision des choses autour des conditions de travail dont on retrouve dans les questions qui arrivent par SMS toute l'importance, puisqu'il y a énormément de questions qui touchent cette logique, ce changement réel qui concerne le quotidien de chacun des exploitations, côté salarié, côté exploitant. Regardez.
Cette recherche, donc, elle a débuté au printemps 2020 suite à la réponse à l'appel à projet lancé par la MSA, notamment sur son axe prioritaire, donc transition agroécologique et impact sur la santé. L'enjeu de ce programme de recherche, c'est vraiment de comprendre ce changement de pratiques qui sont aujourd'hui englobés sous le terme d'agroécologie, implique comme changement dans les conditions de travail des agriculteurs et agricultrices, mais aussi des salariés agricoles. Au-delà des enjeux d'écologisation d'agriculture, recentrer l'attention sur la dimension humaine et sociale de cette transition. Nous avons choisi la filière viticole parce que c'est une filière dans laquelle le passage à l'agroécologie implique un besoin important en main-d'œuvre. L'objectif de ce projet Transat, c'est de faire une dizaine d'entretiens, d'interviews auprès de viticulteurs, mais aussi le même nombre d'entretiens auprès de leurs salariés. Brahim m'a contacté par l'intermédiaire d'un voisin qu'il connaît et que je connais bien. Donc moi j'ai tout de suite dit oui, parce que le but c'est de parler de cette pratique et de faire évoluer la biologie au maximum. De temps en temps, il faut prendre la bêche et puis y aller à la main. Donc voilà, c'est un travail supplémentaire. Est-ce qu'il y a des différences par rapport aux viticulteurs? Totalement différent, il faut accepter de voir de l'herbe, puis je ne regarde pas aujourd'hui. Sur la question des tendances qui pourraient se dégager, ces premiers résultats provisoires, j'insiste, c'est qu'effectivement le passage à des pratiques plus écologiques en viticulture, par exemple, ça se manifeste par la question du passage du désherbage chimique au désherbage mécanique. Si on devait parler des changements que ça implique dans notre profession, je dirais qu'on est vraiment beaucoup plus dépendant de la météo. C'est-à-dire que si on ne fait plus d'herbicides, on doit faire des passages de lames, des passages d'intercept dans les vignes. Quand il pleut, c'est tout à fait impossible. On peut voir que là, dans ce cas précis, le désherbage mécanique peut entraîner ou déplacer des pénibilités qui n'existaient pas dans l'agriculture plus conventionnelle. Alors en charge de travail, évidemment, c'est là où le bas blesse. On travaille beaucoup plus d'heures dans les vignes au niveau du travail du sol. Souvent, ce qui revient, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de formation à leur disposition. Ils aimeraient avoir plus d'accès à savoir comment préserver aussi leur santé. Je pense une explication aussi avec les gens qui travaillent avec nous du pourquoi on change des choses, du pourquoi on met plus certains produits. Du côté des vignerons et vigneronnes également, ce qui pèse plus sur eux, c'est ce qu'on appelle la paperasse, la charge aussi administrative qui est due à la fois aux certifications environnementales auxquelles ils doivent se conformer, mais également au cahier des charges des différents AOC. Une autre contrainte qu'ils rencontrent, c'est également fidéliser la main-d'œuvre, parce qu'ils soulignent souvent la pénurie de main-d'œuvre. Ils ont aussi paradoxalement à cœur, face à cette pénurie, d'améliorer les conditions de travail. En revanche, on peut noter que sur le plan de la question plutôt des risques psychosociaux, la question de la cohérence, de se sentir en cohérence et de se sentir bien dans son métier va être plutôt meilleure dans des agricultures plus écologiques, comme l'agriculture biologique ou la biodynamie, parce que le fait de subir l'agribashing peut aussi susciter chez les agriculteurs conventionnels des formes de souffrance morale au travail. Donc tout ce que l'on espère avec ce programme Transat, c'est effectivement de contribuer à accompagner les personnels de la MSA qui travaillent dans la prévention et la santé au travail. Et vous pouvez applaudir, c'est ce qu'on a vu au cœur de ce reportage, qui est dans le droit fil des propos que nous échangions et des commentaires là, qui arrivent par SMS, qui rebondissent d'ailleurs sur vos propos et qui soulignent que la MSA doit être et peut être, mais doit être le lien nécessaire au travail d'ensemble et de complémentarité des OPA sur ce sujet, parce qu'il y a un vrai challenge pour les OPA, nous dit-on. On le lit beaucoup, le rôle très important qu'il doit y avoir du côté des OPA pour accompagner les agriculteurs dans ces différentes transitions. Ça revient dans beaucoup de commentaires. C'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison de le dire, mon cher Ops. Je vous confirme. Je vous confirme. Je reviens à ça, ce rôle central, ce rôle de coordination ou autre. Très concrètement, vous pensez que parfois on ne vous associe pas assez, les MSA, à cette image-là, alors que
en pratique, vous êtes en effet au cœur des territoires, hein, très souvent à la croisée des chemins entre les uns et les autres. Oui, je pense qu'effectivement, la MSA, mais avant même d'aborder la thématique de la transition agroécologique, n'est souvent pas assez reconnu à sa juste valeur par rapport à tout ce qui peut exister dans l'aide aux exploitants agricoles. Effectivement, l'image se réduit malheureusement souvent à un organisme de perception de charge. Donc il y a ce travail de communication dont parlait Laurence précédemment qui doit être effectivement développé parce qu'il y a déjà énormément de services qui existent mais qui sont méconnus. Ouais. Face aux aléas climatiques, au changement climatique, m'écrit-on, n'assiste-t-on pas à l'émergence d'une forme d'insécurité climatique pour les exploitants agricoles, le secteur agricole en général? Quel enjeu pour la protection sociale? N'assiste-t-on pas à la naissance d'un nouveau risque pour le régime agricole lié à cette insécurité climatique? Je ne vais pas vous faire répondre à vous spécifiquement, mais je le pose en tout cas au cœur du débat, au cœur de la discussion. Peut-être que nous en parlerons tout à l'heure lors de la conclusion avec votre présidence et votre direction. Mais selon vous? Je pense qu'en fait, indépendamment du changement climatique, aujourd'hui, entamer une transition agroécologique sur une exploitation, on parle d'opportunité, c'est une réalité, mais c'est également une grosse prise de risque parce que, alors, chaque exploitant est à un niveau, on va dire, de transition différent, mais pour certains, c'est une réelle rupture par rapport à ce qui existe actuellement. C'est changement de pratique, changement de méthode de travail, changement de rythme de travail aussi dans certains cas, et donc. C'est sûr que le climat va rajouter une couche, mais indépendamment du climat, c'est un bouleversement en fait. Guillaume, ce bouleversement, lorsqu'on le met en face de l'investissement qu'il représente, j'aimerais vous faire réagir là-dessus parce que vous parlez souvent d'investissement lorsqu'il s'agit d'aborder ces enjeux. Ça vous fait quoi d'entendre qu'en effet, le bouleversement peut inquiéter, etc. Oui, et il y a eu deux mots importants. Le risque qui est pris de ce changement et le bouleversement, et à travers des investissements différents. Alors on pense souvent aux investissements matériels, mais quand on parle de changement de pratique, ou changement de logiciel de gestion interne, c'est aussi... C'est pas que de l'investissement matériel. Non, c'est de l'investissement humain, par exemple. Moi, j'échangeais encore il y a peu de temps avec un collègue qui est en agriculture biologique sur des travaux de binage et qui m'expliquait qu'il était arrivé dans des conditions où il allait 5, 6, 7 fois dans la parcelle parce qu'il avait différents ronds de terre et qu'il ne pouvait pas biner au même moment dans les mêmes conditions. Et c'est ça aussi qui est important quand tout à l'heure j'évoquais une approche globale. Mais par exemple, le fait de pouvoir prendre en compte globalement le fait que demain, on sera peut-être obligé de travailler plus la nuit, dans des conditions un peu différentes, alors que paradoxalement, on nous incite à faire de moins en moins d'heures de nuit. Et donc c'est ça aussi de pouvoir prendre en compte toutes ces attentes. On a des riverains qui voudraient qu'on utilise moins de produits phyto, moins de désherbants, mais qui ne supportent pas avoir une machine qui va faire du bruit la nuit parce que c'est le moment où ça sera le plus efficace, ou qui va venir récolter, biner, travailler. Et donc c'est ça aussi, avec ces paradoxes, de pouvoir faire un choix au juste milieu. Et puis cette prise de risque que vous avez bien évoquée, en fait on n'a pas du tout la même ressenti par rapport au risque d'un exploitant à l'autre. Et donc c'est ça aussi le rôle de pouvoir accompagner les agriculteurs dans cette prise de risque, de les rassurer, parce que c'est quand même vraiment ça, et surtout dans le contexte que vous avez évoqué de changement climatique, de dérèglement climatique. Prenez le micro, Marion Guillou, je vous en prie quelques instants. Cette logique, investissement, risque, ça fait partie, j'ai presque envie de dire, de toutes les interrogations, des interrogations de base, enfin en tout cas de base, des interrogations fondamentales, pas de base au sens péjoratif du terme, fondamentales, que vous avez toujours entendues dans les évolutions du monde agricole toutes ces dernières années. C'est vrai dans les évolutions du monde agricole, mais c'est vrai dans les évolutions de tous les métiers. Dès que vous quittez ce que vous savez faire pour essayer de changer, de faire évoluer votre métier, vous vous mettez à risque. Donc, dans tous les métiers, chaque fois qu'il y a un changement de pratique, il y a un besoin, ce qu'on appelle de réassurance, que ce soit de la réassurance en accompagnement conseil, financière, etc. Donc ça, c'est une situation classique. Quand on avait fait l'étude des différentes techniques disponibles, effectivement, ça demande plus de main-d'œuvre. Mais comme je vous le disais sur les résultats, là, sur des milliers d'exploitations sur 10 ans, le résultat, c'est-à-dire quand les charges peuvent diminuer en autonomie, en élevage avec plus d'autonomie alimentaire, de fait, le résultat global est meilleur que la ferme moyenne du RICA
pris en comparaison. Les conditions psychologiques, d'ailleurs c'était dit par la dame de l'université de Bordeaux, je crois, sont plutôt meilleures, c'est ce que j'avais constaté dans ma mission sur l'agroécologie, que les gens qui avaient changé. Alors vous me direz, ceux qui avaient changé en avance, c'est sans doute ceux qui avaient plus envie de le faire, voilà, tout à fait. mais ils se sentaient bien, ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, donc ça peut faire partie du positif, hein, quand vous parliez de mal psychosocial. Et pour moi, l'image de l'agriculteur moderne de demain, c'est bien sûr l'utilisation de l'informatique ou, je veux dire, de ces outils un peu symboliques qui traversent la société, mais c'est aussi la prise en compte du climat, la prise en compte du carbone, la prise en compte de la biodiversité. L'image de l'agriculteur moderne, elle est là, et c'est ça qu'il faut arriver à partager, hein, et à mettre en pratique de manière extrêmement diverse, hein. Ça dépendra de qui le fait, à quel endroit, etc. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a plus le réponse QCM aux questions et que Absolument. le pauvre étudiant de lycée agricole, il a plus de mal. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de bénéfices à en tirer. Alors justement, sur cette individualisation quelque part de la solution, deux remarques qui sont arrivées par SMS. En fait, l'agroécologie fait appel à de l'adaptation permanente, à de l'observation, de l'intelligence individuelle et collective, bien entendu, à des solutions au cas par cas. Il n'y a pas de réponse unique. Mais alors, pas de réponse unique, alors que les décisions réglementaires ne permettent pas souvent de nuancer. Comment faire entrer cette complexité dans le réglementaire? Comment faire entrer l'individualisation des cas dans le réglementaire dont on voit bien, en effet, la façon dont il est construit et structuré? Vous voulez dire un mot, Laurence, sur ce sujet? Je crois qu'il faut communiquer, il faut aller auprès de nos parlementaires. Je crois qu'on l'a fait, nous l'avons fait. Et puis travailler aussi avec nos partenaires, travailler dans les filières pour pouvoir... voilà. Il faut que la MSA puisse aussi porter ce message voilà, auprès des politiques, dans les communes. Je pense qu'il faut commencer dans nos villages, dans les intercommunalités maintenant. Il faut que l'on s'inscrive dans tous nos territoires. Et puis, petit à petit, remonter vers Paris. Ça revient, Marion Guillou, aussi à la question qu'on pose un petit peu tout à l'heure, de la définition. Parce que derrière la définition, il y a toujours, qu'on le veuille ou non, le cahier des charges, ce qui en fait partie, ce qui n'en fait pas partie, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Comment est-ce qu'on fait de l'individualisation dans une époque où on le voit bien, le réglementaire global est plutôt la règle? Oui, je me souviens très bien de certains agriculteurs qui nous avaient mentionné que les applications de la directive nitrate étaient en contradiction avec les préconisations de couverture des sols. Alors effectivement, il faut aussi que la réglementation change, c'est-à-dire que ce soit plutôt une réglementation sur ce qu'on obtient plutôt que sur la manière, sur le détail de la manière pour l'obtenir. Parce que si vous décrivez tous les voies et moyens dans la réglementation, vous corsetez absolument tout et vous ne permettez pas les évolutions. Donc oui, ces changements s'appliquent aussi à la manière que les régions auront de décrire leurs mesures agro-environnementales et que le cadre européen, cadre national, aura de décrire le cadre d'action. Oui, ça s'applique aussi aux fonctionnaires. Vous vous rendez compte de la révolution? Alors, je vous laisse celui de vos propos. Alors, Marion Guillou, pensez-vous que votre vision de l'agroécologie est compatible avec le plan de relance 2030, robotique, génétique et innovation? Oui, bien sûr, puisque ça a été pris en compte dans le plan 2030. Et je prends l'exemple du plan protéines végétales. Le développement, les protéines végétales, malheureusement, contrairement à toute logique, mais les gens ne sont pas idiots, c'était calcul économique, hein, il y avait des problèmes de maladie, donc les protéines végétales ont diminué. Or, tous les facteurs globaux demandent à ce que les protéines végétales augmentent. Pourquoi? On importe du soja, on déforeste l'Amazonie. Au moment où on a des problèmes climatiques, ce n'est pas hyper malin. Je veux dire, les gens qui deviennent végétariens ont besoin de plus de protéines végétales. Il y a une demande pour l'alimentation humaine. Vous déclinez tout le cahier des charges, vos nutritionnistes peut-être en ont parlé hier, vous déclinez tout le cahier des charges protéines végétales, c'est positif. Et pourtant,
la production en France diminue. Donc un plan protéines végétales, c'est essentiel, essentiel. Alors après, dans telle région, ce sera de protéines, après il faut adapter, hein, mais c'est essentiel, capter par la luzerne l'azote de l'air pour éviter l'apport d'azote qui devient inabordable. Hein. L'azote minéral devient, avec les coûts du gaz, inabordable. Bon, tout ça sont des choses positives et pour l'agriculteur et pour le modèle collectif. Donc le plan protéines végétales en fait partie. La robotisation, parce qu'une des choses qu'on nous a signalées de manière forte dans les problèmes de la transition agroécologique, c'est l'inadaptation des outils. C'est-à-dire le fait que les petites bineuses, enfin tous les petits outils, voilà, il fallait redévelopper du machinisme agricole adapté aux nouvelles pratiques. Eh bien, c'est dans les orientations prévues. Vous voyez. Donc, oui, ça a été conçu pour être compatible. La labellisation HVE, son rapport, son lien avec l'agroécologie, est-ce qu'on peut évidemment l'imposer en tant que tel? Ça revient sur la question hein, de la reconnaissance du label, etc., du cahier des charges. L'imposer, je pense que toutes ces démarches, qui sont des démarches très personnelles, comme le disait Guillaume, c'est une décision de l'agriculteur. Ça ne peut pas être imposé, il faut que ce soit ouvert, il faut que ce soit accessible. Donc, vous savez qu'il y a une grosse discussion en ce moment qui est très politique, c'est-à-dire que les bio ont peur de la concurrence de HVE niveau 3, et donc il y a des vraies campagnes contre le niveau haute valeur environnementale. Mais le niveau 3, je ne parle pas du niveau 2 qui est souvent un petit peu disparate, hein, mais le niveau 3, on peut le communiquer sur le produit et objectivement, c'est un pas qui va dans le sens de l'agroécologie. Alors un dessin, me dit-on en régie, et ensuite une conclusion, question de conclusion, on va passer à la prochaine table ronde, place au circuit, encore plus court, les enfants vont débrouter à la pelouse. Très bien. Non, il est vraiment très bon. Non, mais il est très en forme en plus, il est très très en forme. Il a fait la même soirée que nous hier, il est très en forme. Question qui vous concerne tous, qui va faire la transition et la prochaine table ronde. Les questions que nous évoquons aujourd'hui, elles sont d'autant plus importantes à traiter à l'époque où il y a un véritable changement de génération, à l'époque où on se retrouve confronté évidemment, hein, également à la transition des générations, aller chercher de nouveaux talents, je dis bien de nouveaux talents, de nouveaux espoirs pour l'agriculture, que ce soit dans toute la sphère d'ailleurs. Hein. Je ne parle pas que des chefs d'exploitation, je parle également de tout ce qui concerne le travail salarié ou autre dans les exploitations. C'est d'autant plus important aujourd'hui de mettre ces questions de la transition agroécologique sur la table, de l'accompagnement sur la table. Alexandre. Oui, tout à fait, puisque la population agricole vieillit, il faut que de nouveau l'enseignement agricole soit attractif vis-à-vis des nouvelles générations, et il le sera, je pense, en mettant en avant ces thématiques environnementales et ces thématiques des nouvelles technologies. Et je pense que les deux d'ailleurs vont de pair par rapport à tout ce que peut apporter les nouvelles technologies sur la réduction de la pénibilité, puisque en réduisant les produits chimiques, on aura évidemment davantage de machinisme. Donc, sur cette réduction de pénibilité, je pense qu'il y a encore énormément de travail. La robotique fait d'énormes progrès et je pense qu'elle occupera une place de plus en plus importante dans l'agriculture demain. Ouais. Laurence ? Je partage tout à fait. La robotique, sur mon exploitation, je suis en contact effectivement avec une start-up, je ne veux pas faire de pub, mais qui effectivement travaille sur la robotique, sur comment effectivement travailler avec la précision, comment aider les agriculteurs à avancer. Mais tout n'est pas non plus dans la robotique. Et surtout, je pense que ce qui est intéressant dans la robotique, c'est d'aller au contact des agriculteurs, leur demander ce qu'ils veulent faire, ce dont ils ont besoin. Voilà. Et puis de là, on trouve de compléter ça avec la boîte à outils. Hein, voilà, avec cette boîte à outils, exactement. Guillaume, vous qui dites haut et fort qu'il faut faire de ces questions-là une opportunité pour les exploitants, c'est une opportunité également pour les nouvelles générations de l'agriculture.
Oui, c'est vrai que de pouvoir se saisir de tous ces sujets, et même plus loin que la robotique, l'intelligence artificielle qui est derrière, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et tout le monde se dit que ça va changer, mais en fait on l'a déjà dans nos fermes. Quand on parle de pénibilité, la dernière bineuse qu'on a achetée sur l'exploitation a un capteur optique qui permet de savoir faire la différence entre les rondes plantes aromatiques et le régras ou les kénopodes, et c'est vrai que ça permet d'être plus efficace en termes de minage parce qu'on travaille en plein soleil, alors qu'avant on était assis sur un petit siège en tôle derrière en plein soleil, c'était totalement pénible. Et on est plus précis que l'œil humain, et puis ça permet surtout d'éviter le passage après la mineuse de main d'œuvre directe, cassée en deux, pliée au sol, à épurer de l'herbe, ce qui est un métier qui est pénible, mais vraiment dans le sens du terme, enfin dans tous les sens du terme, qui n'est pas enrichissant intellectuellement, parce que de passer sa journée à arracher des bouts d'herbe au milieu de la coriandre, c'est vraiment pas, ça ne permet pas de s'épanouir, et c'est vraiment ça qui permet aussi d'évoluer. Et je pense que les nouvelles générations baignent dedans. Mais au-delà de ça, le fait de parler de la triple performance, comme vous l'avez fait tout à l'heure, comme ça a été évoqué hier également par Sébastien Abyss et par beaucoup d'autres, c'est aussi une façon de séduire, d'inciter, de donner envie. Ah oui, l'idée de pouvoir communiquer sur ces petits sujets qui sont, enfin de grands sujets, pardon, c'est de pouvoir aussi attirer, enfin je pense que ce sera le sujet de la table ronde suivante, mais quand on voit le nombre d'emplois non pourvus en agriculture et le challenge de renouvellement de génération, on a besoin d'attirer de nouvelles personnes vers les métiers de l'agriculture et vers tous ces métiers, parce qu'on se rend compte que beaucoup de nouveaux métiers arrivent sur lesquels on n'a pas forcément été bien formé. On le voit sur les gens qui développent de la méthanisation à la ferme, le fait de pouvoir accompagner, réparer, construire ces méthaniseurs. Oui. Il y a peu de gens de formés et c'est important de pouvoir être présent et d'avoir des réponses parce qu'au fait, des transitions sont bloquées aussi par le manque d'accompagnement et le manque d'outils ou de SAV pour pouvoir avancer. Marion Guillou, si j'élargis encore la question, c'est une occasion assez importante également pour réconcilier le soutien de l'investissement dans la recherche et de nouvelles technologies avec la production animale, végétale, avec le regard sur de la société autour de toutes les questions qu'il y a autour de cette logique de progrès, encore une fois, dans la façon de produire l'alimentation de demain. Oui, je pense que j'espère que quand on regardera nos années de loin, on se dira, la crise du Covid, ou de la Covid, paraît-il, ça a mis en avant l'importance d'avoir une production sur place. Parce que, on n'aurait pas aimé que pour l'alimentation, il se passe la même chose que pour les masques. Et pour l'alimentation, ça s'est bien passé. Et donc, je pense que l'image du monde agroalimentaire, globalement, a été très positivement impacté par cette crise du Covid, ce que maintenant on appelle la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment on fait attention la prochaine fois de ne pas se faire piéger par tel ou tel manque. Donc quand vous prenez d'un côté ce nouveau regard, d'une certaine manière, sur la souveraineté alimentaire, et d'autre côté la modernité qui s'attache certes à la robotique, mais aussi à l'utilisation de la biodiversité, au marché carbone. J'insiste sur cette nouvelle composante du métier. Absolument, très importante. Oui, je pense que ça peut donner, et je ne doute pas que ce soit utilisé dans les campagne pour recruter, parce que tous les secteurs sont en manque de main-d'œuvre actuellement. Ce n'est pas un monopole agricole, donc il va falloir se disputer pour être le plus attractif possible. Quand vous combinez, nous sommes des moteurs nous sommes des fantassins de la souveraineté alimentaire. Il va encore faire un dessin terrible. Nous sommes des fantassins de la souveraineté alimentaire, et en même temps, nous avons un métier extrêmement moderne où il nous faut tous les jours être des constructeurs d'économie et d'écologie et de social. Ça fait beau, non, quand même, pour un jeune. Parce que les jeunes ont des aspirations, ils ont envie de métiers avec du sens. Et il me semble que ça donne du sens aux métiers individuellement et collectivement, parce que c'est des métiers qui se pratiquent. D'ailleurs, vous en êtes tous des témoins, vous êtes engagés dans le collectif, qui demande beaucoup de collectif. Vous venez de me faire une formidable transition pour la prochaine table ronde avec ce dessin en plus de moins en moins d'agriculteurs. Faites des stocks à des fermes. On va vous applaudir très fort tous les quatre. Merci beaucoup.